monsieur, madame. Il y a une composante qui a été expliquée par la dernière intervenante, qui est très bien, et c'est un peu l'oublié des accords, de l'accord en question, c'est la composante géopolitique. Le TPP, le TTIP, TAFTA, c'est un marqueur géopolitique. Ça entre dans la stratégie globale des États-Unis. Vous êtes remonté loin, mais pas assez loin. Vous êtes remonté en 1995. Je vous explique une chose. Prenez le traité de l'Atlantique Nord de 1949, article 2. Vous avez les accords de libre-échange, ceux du GATT, et ceux de l'OMC, les multilatéraux ensuite. Là, nous sommes dans un contexte qu'il faut bien l'expliquer, qui est un peu différent. On appelle ça des ACR, et je dirais même mieux, des méga ACR. C'est tellement important et tellement sécuritaire que, contrairement à ce qui se passe dans l'Union européenne, je m'en excuse, mais aux États-Unis, ce sont les services de renseignement qui sont les premiers consultés. Il y en a 17. Et c'est centralisé par le NIC, National Intelligence Council. C'est très important. L'Europe dispose des mêmes moyens. Ils ont des services d'intelligence, rikiki, un peu bureau d'études à l'ancienne, mais manifestement, il n'y a pas la même approche d'un côté et de l'autre. C'est un marqueur comme le TPP, vous en avez parlé, madame, de l'Asie-Pacifique, et qui vient en contre, si vous voulez, c'est une double stratégie de contournement. La première stratégie, premier niveau, c'est l'OMC. On vous a dit que le cycle de Doha avait été bloqué parce que, pour modifier, si vous voulez, le traité, enfin, les conditions de l'OMC, c'est la règle de l'unanimité qui s'applique. Mission impossible parce que c'est bloqué par les BRICS et pas seulement les BRICS. Donc, les Américains ont mis en place une procédure de contournement et ils nous ont amené gaillardement, via le nouvel agenda dont vous avez parlé, le TIPP et le TPP. Deuxième niveau de réflexion, il est géopolitique aussi, et évidemment géopolitique. Hein, il vient en contre dans l'Asie-Pacifique et à l'appui de la politique du pivot américaine, la stratégie du pivot. Il vient en compte du RCEP, qui est l'équivalent chinois du TPP, et également le TFTA, je ne sais plus quoi, le PA, ça a été proposé par les Chinois, c'est le nouveau traité, enfin, c'est une méga zone, si vous voulez, donc, de libre-échange proposé par les Chinois, mais sur la base de l'APEC. Ça, c'est encore plus large. Sachez aussi, parce que vous l'avez oublié, c'est que dans l'esprit des Américains, il y a autre chose derrière le TPP. Derrière le TAFTA, excusez-moi. Hein. Il y a autre chose. C'est un traité encore plus large. Nous avons signé, on ne vous en a pas parlé, le CETA avec le Canada. Il ne faut pas l'oublier. Les Américains, en douce travaillent les pays de l'espace économique européen, l'EE, en particulier la Norvège, le Liechtenstein, on n'en parle pas, l'Islande, qui a refusé de rentrer dans l'UE, entre parenthèses, et la Suisse également. Donc, moi, je vois venir également le Mexique, parce que c'est l'ALENA d'un côté, l'Europe de l'autre, élargie. C'est le concept américain très, très large qui a été repris par un ancien commissaire européen d'origine britannique à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Monsieur, vous êtes très intéressant et tout le monde... Mais si vous avez une question, c'est bien parce que comme ça, on va... Voilà. Bon, d'accord. Je reprends tout à l'heure parce qu'il y a des tas de questions. Oui, allez-y. Alors, posez votre question. Après, je mettais en place le sujet. Bon, l'agenda veut que... J'ai entendu parler tout à l'heure de la vice-présidente. Il voudrait boucler... Oh non, votre voisin de droite. Voudrait boucler les négociations du TPP, du TTIP, avant la fin du mandat d'Obama. Moi, j'en crois pas un mot. Hein. Oui, non, mais je pense que ce sera très difficile. Non, mais il y a des choses qui m'interpellent. Bon. Si vous suivez l'actualité, vous avez deux pays qui risquent de quitter l'Union européenne. C'est pas fait, ça ne se fera peut-être pas, mais c'est une hypothèse. Imaginez que nous signions le TAFTA dans quelques mois. Vous imaginez les eurodéputés britanniques voter contre le traité de libre-échange? Sûrement pas. Sûrement pas. Et ce serait une lourde erreur. Ça tient même du canular. Donc je pense que, ne serait-ce que pour des conditions, enfin pour une histoire de raison,
Je crois qu'il faudrait différer ces négociations après le référendum britannique qui va se tenir en 2016 probablement, j'ai dit. Très bien. Est-ce que ça vous voulez répondre ou... Oui, une chose je répondrai simplement sur deux aspects. Hein. Vous avez une perception géopolitique qui est la vôtre. Je voudrais simplement dire que là, le point sur lequel je voudrais me différencier de vous, c'est sur l'idée que les Américains seraient forcément les grands Manitou qui manigancent tout dans le monde et que les Européens seraient forcément des pauvres naïfs qui n'ont aucune vision géostratégique. Pour deux raisons. D'abord, parce que sur le plan géostratégique, nous aussi, on a un intérêt géostratégique à cet accord. Et c'est l'objet d'ailleurs de négociations qui ne sont pas faciles avec les États-Unis parce que nous voulons utiliser cet accord pour qu'il contienne des chapitres qui concernent l'environnement, qui concernent le droit du travail. D'ailleurs, Marie-Christine Vacha disait tout à l'heure que le TTIP a été considéré par certains comme plutôt positif potentiellement pour certains travailleurs américains. De fait, on cherche à faire reconnaître par les États-Unis dans le TTIP les normes de l'OIT, qui ne reconnaissent pas tous, donc des objectifs environnementaux également. Donc notre objet, c'est effectivement de promouvoir déjà au niveau transatlantique un certain nombre de normes, et également si nous arrivons à rapprocher dans une certaine mesure nos approches réglementaires, ça nous permettra effectivement, non pas d'imposer, là j'ai pas la même approche que Marie-Christine Vergier, non pas d'imposer au reste du monde nos normes, mais en tout cas d'avoir une influence positive en ce qui concerne les normes de respect de l'environnement, de droit du travail, etc., vis-à-vis du reste du monde qui les respecte beaucoup moins. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, US très toujours intelligent et rusé et Europe naïve. Bah, écoutez, on a quand même quelques exemples de traités de libre-échange qui ont été conclus à la fois par les États-Unis et par l'Europe avec le même pays. Par exemple avec le Canada, que vous avez mentionné, aussi avec la Corée du Sud. Et à chaque fois, on a constaté que les négociateurs européens avaient obtenu beaucoup plus sur certains points que les Américains, et les Américains ont demandé à réouvrir leurs négociations pour obtenir autant que ce que les Européens avaient réussi à obtenir. Donc tout ce que je veux dire, c'est ne préjugez pas, attendons le résultat, mais je n'ai aucune raison objective de penser que les négociations se feraient au désavantage des Européens parce qu'ils seraient plus naïfs que les Américains. Merci. Monsieur Casalong, qui demande le micro. Merci. D'abord, une simple petite remarque, c'est que tout à l'heure, Madame Santoni Brunel y a dit, et c'est effectivement vrai, que la Corse avait besoin de l'Europe. Je pense que l'Europe a besoin de la Corse aussi. Dire ça tout à Parce l'heure. que J'ai failli lui dire ça aussi. introduire un peu de latinité dans un système dominé par je dirais la culture anglo-saxonne, ça ferait pas de mal. Mais enfin, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous avez dit que Parlez près du micro, monsieur Casalong. la culture était exclue des négociations. Mais vous savez, j'ai entendu deux mots tout à l'heure que je n'ai pas compris. Pourtant, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années comme chef de projet des Nations Unies et de l'Union européenne dans des pays anglophones, mais quand j'arrive en France, je ne comprends plus l'anglais. Et quand on me dit qu'on va prendre un drink, qu'est-ce que c'est un drink? Et quand on me parle de round de négociation, ben, pourquoi pas dire on va prendre un verre, hein, et on va faire un tour de négociation. Donc, si vous voulez, c'est que même si c'est exclu, il y a insidieusement, je dirais, la domination américaine. En plus de ça, c'est même pas une langue. L'américain, c'est un patois de l'anglais. Hein. Mais insidieusement, ça nous contamine. Alors, si vous voulez, si en plus, par le biais des normes, par le biais des équipements, etc., par le biais de Google, par le biais de tous ces systèmes-là, Facebook, hein, qu'est-ce que c'est? C'est des faits? C'est un book? Non, je ne comprends pas. Hein. Je dirais que la culture, on croit la préserver, mais elle est vraiment, je pense, insidieusement attaquée. En ce qui concerne
je reviens là un peu à un autre sujet. Je ne suis pas sûr que le TAFTA soit compatible avec l'agenda 21. Ni qu'il soit compatible avec un résultat positif des négociations sur le climat, etc., qui sont prévues à la fin de l'année. Maintenant, un autre point, alors, qui concerne particulièrement la Corse, là je ne fais pas un anglicisme, je fais une citation. La Drug and Food Administration ne laissera jamais rentrer aux États-Unis du fromage corse parce que c'est du fromage cru. Elle ne fera jamais rentrer aux États-Unis de la charcuterie corse parce qu'elle est fumée. Donc je crois que, en ce qui nous concerne, nous on appelle. Par ailleurs, vous savez, à peu près, il y a presque la moitié de la Corse qui est schisteuse. Je redoute qu'un jour une compagnie américaine nous dise: vous voulez nous empêcher de faire de la fracturation hydraulique dans le nord de la Corse? Mais on va vous faire un énorme procès, on va ruiner la Corse pour 200 ans. Parce que finalement, si vous voulez, je ne pense pas qu'on soit les petits naïfs. Mais je pense que quand même, on doit être non pas inquiet, mais extrêmement vigilant. C'est toujours bon de négocier. Je crois que le principe de la négociation doit toujours demeurer. Mais si on a envie un peu aussi d'échanger avec les États-Unis, je pense qu'il y a un domaine où effectivement il y aurait des choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer des États-Unis. C'est que ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est un système fédéral. Et ça serait bien que l'Europe s'inspire de ça et que l'Europe se transforme en un système fédéral. Merci. Tu voulais répondre? Non, je voulais juste... En fait, c'est marrant parce que j'avais noté, juste il y a quelques instants, cette idée de l'unité. J'avais noté USA fédéral, un peu comme votre conclusion. Pour ça, je saisis la balle au bon. Parce que je pense que c'est vraiment une composante tout à fait fondamentale et qu'il faut noter. On a, je crois, encore beaucoup de progrès à faire pour dialoguer de façon très unie avec des intérêts tout à fait communs dans ce type de dialogue avec un État qui, pour le coup, est représenté de façon fédérale. Et ce n'est pas le cas nous concernant. Et quand on voit le sort qui est réservé à d'autres sujets dans lesquels les États membres expriment leur propre un retour sur leur propre territoire et leur propre politique, et ils sont nombreux. On pourrait parler des questions de migration, par exemple, où ils sont tous les uns et les autres repliés sur eux-mêmes. On voit qu'il y a beaucoup de trajets à parcourir. Je rajoute deux, trois petites choses par rapport à ce que j'ai entendu. D'abord parce que je croyais que vous alliez continuer sur la question de culture, et je me disais qu'il n'y a bien évidemment pas besoin d'un accord de ce... J'ai bien compris, oui. Donc on ne va pas relancer la machine, mais il n'y a évidemment pas besoin d'un accord de ce type-là pour que la domination, entre guillemets, américaine s'exprime. Elle n'est d'ailleurs pas à considérer a priori, là aussi, de façon totalement négative dans son approche. Quelqu'un a prononcé la question de géopolitique tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment un des enjeux, là aussi, je ne sais plus quel monsieur c'était tout à l'heure, c'était évidemment tout à fait fondamental, parce que ça nous amène à nous poser la question de savoir, évidemment, quelles normes on veut, mais qu'est-ce qui s'exprime au final? Qu'est-ce qui définit demain? Quel sera notre mode de vie? Est-ce qu'on veut vraiment sous-traiter les choses à des États qui n'ont de démocratie que vaguement le terme sur un papier? C'est ça qui se joue en ce moment dans ce domaine. Et peut-être dernière remarque par rapport à ce qui était dit, pour revenir à ce que disait la dame tout à l'heure qui nous a quittés. Elle disait que la Corse avait besoin de l'Union européenne, et vous avez rajouté qu'il fallait que ce soit réciproque. Je pense qu'il ne faut pas trop rigoler avec ça, parce que je pense qu'effectivement ça doit être réciproque. Mais là où il y a une erreur aussi, enfin peut-être deux, c'est de lier systématiquement l'Europe et la Corse avec des fonds européens. Sincèrement, moi, je vais vous dire franchement, j'en ai un peu marre d'entendre, mais ce n'est pas propre à la Corse, mais quand on va dans un endroit et que, là, en l'espèce en Corse, on perçoit l'Europe exclusivement comme qu'est-ce qu'on va pouvoir voir
en termes de fonds européens. Il y a infiniment plus de choses en termes de projets à développer ici. Je viens de passer une partie de l'après-midi à aller à tel ou tel endroit en Corse, à Ajaccio pour l'instant et demain en Corse, pour voir qu'il y a autre chose que simplement une négociation strictement financière à avoir avec l'Union européenne, mais à faire valoir aussi une forme de savoir-faire tout à fait particulier, tout à fait identitaire et tout à fait individuel dans le contexte européen. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus.